Finalement, pour comprendre ce qui va se passer dans nos parcelles, il va déjà bien falloir connaître les adventices. Les plantes ont vraiment des paramètres biologiques qui leur sont propres et que finalement, ce contexte agroclimatique qui évolue, il va pas lui impacter les traits biologiques des espèces qui restent les mêmes. Pour le vulpin, la stratégie, ça va vraiment être d'éviter au maximum sa présence. Donc ça va passer par le choix des cultures, avec des cultures qui sont les moins impactées par le vulpin. Le choix des créneaux de semis, voilà, ça implique d'autres enjeux agronomiques derrière, mais le choix des créneaux de semis est très important. Et aussi et surtout, l'idée, ça va vraiment être d'empêcher l'alimentation du stock et l'augmentation de ce stock, qui finalement est l'élément principal qu'il va falloir gérer quand on parle des vulpins et des graminées annuelles de manière générale. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Bastien Boquet, je suis ingénieur chez AgroTransfert, donc collègue de Marie et des autres collègues que vous avez vus notamment en vous garant ce matin. Je suis spécialisé sur la gestion des adventices. Donc ça fait à peu près 6 ans que je suis chez AgroTransfert et je suis accompagné ce matin d'Amandine Mollet, donc ma partenaire de la Fredon Hauts-de-France, pour une présentation qu'on va vous faire sur la biologie des adventices, donc mieux les connaître pour mieux les combattre, des particularités propres à chaque espèce. Donc l'idée, ça va être vraiment le fil de cette présentation, ça va être d'essayer de vous montrer en quoi la biologie des adventices est vraiment importante pour derrière mobiliser les bons leviers de gestion au bon moment pour optimiser vraiment l'efficacité des leviers de gestion alternatifs qu'on va pouvoir mobiliser. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut dire dans un premier temps sur les plantes adventices, c'est qu'elles sont assez caractéristiques. Généralement, majoritairement des plantes annuelles, donc qui vont se reproduire principalement par les graines. On verra qu'il y a d'autres espèces ensuite. Elles possèdent un cycle de développement qui est relativement rapide et souvent plus rapide que la culture. Donc ça va vraiment être un jeu de compromis et un jeu de compétition entre l'adventice et la culture. Et bien souvent, nos adventices sont plus rapides que la culture. C'est ça qui nous pose souci au champ. Elles sont aussi capables de produire énormément de graines, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça va dépendre des espèces, mais bien généralement on a une grosse production de graines qui va être effectuée par les adventices. Et surtout ce qui les caractérise le plus, c'est un peu ce qui est représenté sur ces deux images, c'est leur capacité d'être vraiment très plastique. Qu'est-ce qu'on entend par plastique? Ici vous avez deux photos d'une morelle noire, donc une adventice printanière qu'on rencontre souvent en culture printanière, donc betteraves, pommes de terre, légumes, etc. en région. Et là vous avez une photo à gauche qui est plutôt une année humide, peu ensoleillée, et une photo à droite de l'année suivante qui était beaucoup plus sèche. Et en fait vous voyez ici la même plante. Du côté droit elle fait à peu près 5-10 cm de haut, elle est déjà en train de fleurir. Alors que du côté gauche vous voyez une morelle qui fait à peu près 80 cm de haut, qui n'est pas encore arrivée au stade de production de l'appareil reproducteur, donc de la floraison. Et donc ça montre bien la capacité des espèces adventices à vraiment à s'adapter à leur milieu, à s'adapter à l'environnement et à s'adapter aux conditions de l'année. Et c'est pour ça qu'on appelle ces plantes des plantes rudérales. Donc pourquoi rudérales? Parce qu'elles sont capables de prospérer dans des endroits ou dans des milieux fréquemment perturbés, avec vraiment des gros contrastes, en réussissant toujours à établir leur cycle de développement. Donc, comme je vous le disais, hein, on distingue deux grands types d'adventices. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Ces deux grands types d'adventices sont caractérisés par deux modes de reproduction bien distincts. 80% des espèces sont plutôt annuelles, c'est ce que je vous disais juste avant. Elles ont une durée de vie qui va être inférieure à 1 an. Elles vont se multiplier essentiellement par reproduction sexuée, hein, donc c'est le cas du vulpin des champs, des mercuriales, du kénopode, de la morelle dont je vous parlais avant, et de plein d'autres adventices. Et le reste de ces adventices, donc les 20% restants, sont des pluriannuels minoritairement et des vivaces principalement. Donc là, adventices vivaces qui vont être capables, comme les pluriannuels, de survivre plusieurs années, de produire des graines dans certains cas, donc d'avoir une reproduction sexuée, mais surtout d'être caractérisé par une reproduction qu'on appelle asexuée, donc par multiplication végétative, soit spontanée, soit accidentelle, suivant le type d'adventice, donc avec des stratégies de gestion qui finalement vont être vraiment distincts entre les adventices annuels et les adventices vivaces. Ici, vous avez vraiment le cycle de développement qui est décomposé avec l'exemple du chardon des champs qui est à la fois capable de faire des graines et de faire de la multiplication par les racines. Notez bien quand même que le chardon, il est capable uniquement, il fait beaucoup de graines, mais il y a seulement 5% des pieds de chardon qui sont issus de graines. Faut bien le savoir. Donc la floraison du chardon, c'est pas forcément ce qui est aussi pénalisant que son développement racinaire.
Si on revient sur la particularité de ces vivaces-là, comme le chardon, on va avoir donc un cycle sur plusieurs années et des organes spécifiques qui vont lui permettre de se multiplier et surtout de stocker de l'énergie dans ses racines, avec un système de réserve. Et donc en conséquence, on va avoir des moyens de lutte vraiment différenciés entre les annuels où finalement il va falloir gérer toute la partie du haut du schéma, des vivaces où il va falloir gérer plutôt la partie racinaire, donc tout ce qui concerne la multiplication végétative et éviter que cette multiplication végétative soit trop conséquente. Ouais, ça marche. Ça marche plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire finalement que ces adventices, à la fois annuels et vivaces, vont poser souci en parcelle, et finalement on va avoir aussi derrière tout ça un grand nombre de facteurs qui vont nous poser souci, et notamment en parlant de ces facteurs, on peut parler notamment du contexte pédoclimatique dans lequel on évolue, qui lui-même évolue depuis un grand nombre d'années, et sur lequel on est aussi concerné nous dans le secteur des Hauts-de-France. Donc par rapport à ça, on sait que ces adventices-là, elles vont avoir voilà, une adaptation finalement à ce contexte pédoclimatique et agroclimatique qui va évoluer. Et il y a vraiment différents points marquants à avoir en tête. Le premier, c'est que finalement, pour comprendre ce qui va se passer dans nos parcelles, il va déjà bien falloir connaître les adventices. Donc ça, c'est le premier point. C'est plutôt indépendant du contexte, c'est plutôt très dépendant de la biologie des plantes et de comment elles vont se développer. Et d'un autre côté, finalement, le fait que ce contexte agroclimatique va évoluer, ça va engendrer finalement des évolutions sur notre flore, mais il faut bien savoir que les plantes ont vraiment des paramètres biologiques qui leur sont propres, et que finalement ce contexte agroclimatique qui évolue, il va pas lui impacter les traits biologiques des espèces qui restent les mêmes. Donc c'est vraiment l'action des adventices par rapport à ce contexte qui évolue qui va engendrer des évolutions. Et donc on peut se demander à quelles évolutions on peut s'attendre dans ce contexte fluctuant, dans ce contexte changeant, avec la variabilité de la météo et des pratiques qui vont être mises en place au cours du temps. Donc par rapport à ça, différents points. Le premier point, c'est comme vous le savez, déjà au niveau du climat et de la température, on constate depuis plusieurs dizaines d'années une augmentation constante des températures annuelles, et plus une augmentation qui a tendance à augmenter depuis une cinquantaine d'années, augmenter plus rapidement. En lien avec ça, on va avoir un cumul de TP qui lui aussi va avoir tendance à augmenter à l'avenir. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur le comportement des adventices en lien avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Derrière ça, en parallèle, depuis plusieurs dizaines d'années également, les pratiques culturelles évoluent. On a eu tendance à diminuer le travail du sol, en tout cas la profondeur de travail du sol. D'un autre côté, à augmenter la part d'utilisation d'azote minéral au détriment de l'azote organique. Aussi une sélection des dates de semis, avec une sélection de cultures plutôt automnales à une certaine époque. Aujourd'hui, on a tendance à rediversifier les rotations, mais on a des systèmes qui restent très simplifiés, avec des systèmes où les dates de semis se sont assez homogénéisées. Et surtout, le dernier point, c'est aussi le fait qu'on a des programmes et des périodes d'application herbicides qui se sont aussi harmonisés, entre guillemets, avec des problématiques herbicides, comme le disait Marie, donc de moindre efficacité des programmes, et aussi l'apparition des résistances, notamment en ce qui concerne les graminées. Donc finalement tout ça, ça nous fait émettre différentes hypothèses sur le développement des adventices et sur finalement ce qu'on va rencontrer au champ. La première, c'est de dire que finalement les dynamiques d'émergence des plantes vont avoir tendance à évoluer, à la fois les dynamiques moyennes, mais c'est surtout plutôt l'esprit interannuel qui nous choque souvent quand on voit que certaines années on est vraiment très impacté par certaines plantes et d'autres années on ne les rencontre pas forcément, ou bien des plantes qui sont en densité beaucoup plus importante certaines années que d'autres. Donc c'est vraiment ces à-coups climatiques qui finalement peuvent avoir un impact là-dessus. D'un autre côté, on peut aussi faire l'hypothèse que de par l'évolution des pratiques, notamment comme je vous le disais tout à l'heure, et le climat qui se réchauffe, on a aussi depuis plusieurs dizaines d'années peut-être une évolution des écotypes, donc finalement de la génétique et des variétés entre guillemets d'adventices qui ont tendance à se développer, et donc des écotypes qui ont tendance à fluctuer et qui ne sont plus forcément les mêmes que ceux, finalement les vulpins d'aujourd'hui sont peut-être plus forcément les mêmes que ceux qu'on rencontrait il y a 40
40 ans. Et d'un autre côté, finalement, on a quelque chose de un petit peu plus avéré, c'est que on sait que de par notamment l'évolution des pratiques et la perte d'efficacité des herbicides, on a eu un accroissement des populations, donc surtout par un accroissement du stock semencier en adventice, qui est véritable. Et finalement, c'est cet accroissement du stock qui finalement nous pose aussi souci et nous pose beaucoup de questions. Je laisserai mon collègue Simon Vandris, qui vous parlera tout à l'heure de plus en détail du stock semencier, vous détailler un petit peu l'enjeu par rapport à ce stock semencier. Donc si je zoome maintenant sur les adventices annuels, c'est l'objet de la présentation de ce matin. Vous aurez l'occasion de parler un petit peu plus des adventices vivaces, notamment du chardon cet après-midi sur l'atelier Scalpage Chardon. Sur les annuels, finalement, on va avoir un cycle de développement assez simple, assez caractéristique des plantes annuelles. À partir d'une densité de plantules initiale, on va avoir notre densité de plantes au champ, qui, une fois arrivée à maturité, va produire un certain nombre de graines, cette quantité de graines retournant au stock semencier, et donc ce stock semencier alimentant le potentiel d'infestation de l'adventice donné au champ. Donc par rapport à tous ces éléments de développement, en fait, on a différents paramètres biologiques qui sont vraiment essentiels à considérer. D'une part, au départ, donc les mécanismes de dormance, de levée de dormance, et ensuite de germination des plantes, qui vont être vraiment très spécifiques à chaque plante. Et derrière tout ça, les phénomènes qui se passent au sol une fois la graine retombée, de survie et de mortalité dans le sol, notamment caractérisés avec le taux annuel de décroissance, dont beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. Et donc l'idée, c'est de dire que tous ces paramètres, ils vont avoir une incidence directe sur les leviers qui vont être mis en place au champ. Tout ce qui va concerner la dormance, la levée de dormance et la germination vont être très impactés par le mode de travail du sol qui va être mis en place sur la parcelle et la profondeur de travail du sol. Les faux semis qui vont être réalisés également, et la sélection, finalement, la densité de plantules initiales et le nombre de plantes qui va lever va être aussi très conditionné par la culture qui va être choisie et les dates de semis. D'autre part, une fois que la plante adventice va être développée, finalement c'est tout le mécanisme de compétition avec la culture ou le couvert qui va entrer en jeu, le désherbage bien entendu, et une fois la plante arrivée à floraison, on a encore des leviers comme les cimages qui vont pouvoir avoir un impact sur la production de graines. Tout ça pour vous dire que finalement ces éléments de biologie, vous voyez, ils sont tous à un moment donné corrélés à une pratique qu'on peut mettre en œuvre au champ. Si déjà je vous fais un petit focus sur ce qui concerne la dormance et la levée de dormance et la germination des adventices. Ce qu'il faut savoir finalement, c'est que chaque adventice va produire des graines. Ces graines vont être plus ou moins dormantes au champ quand elles retombent au sol. Et la levée de dormance, il y a une dormance primaire qui va déjà avoir lieu, dormance qui peut être plus ou moins prononcée. Et bien généralement, pour lever cette dormance primaire, on va avoir besoin d'un stimuli qui passe par notamment le travail du sol en particulier, mais ça peut être d'autres éléments météorologiques ou autres qui vont induire la germination. Et la germination pourra avoir lieu à partir du moment où les paramètres de germination seront réunis. Ces paramètres de germination sont essentiellement des paramètres pédoclimatiques et sont essentiellement liés à la température du sol, au potentiel hydrique du sol et à l'ensoleillement, à la lumière. Une fois ces conditions présentes, la plante va germer et après un certain nombre de degrés jour, la plante va germer et se développer. À noter que si ces conditions ne sont pas présentes, la dormance peut être levée, mais les conditions de germination non présentes, et donc à ce moment-là, les conditions défavorables inhibent la germination de la plante, et c'est ce qu'on appelle la dormance secondaire. Donc la plante rentre à nouveau en dormance, reste dans le stock, donc le temps passe, soit il y a mortalité des graines dans le stock, soit un nouvel élément va permettre de lever la dormance plus tard dans le cycle cultural ou dans la culture suivante. Si je fais un focus sur la dormance, justement, alors la dormance, c'est un phénomène qui encore aujourd'hui, qui pose encore aujourd'hui énormément de questions. On a quelques éléments de réponse sur certaines plantes, mais pas forcément sur toutes. Si je prends l'exemple du vulpin des champs, on sait que le vulpin des champs aujourd'hui, sa dormance, elle est conditionnée par les conditions climatiques à la maturation des graines sur la plante mère, c'est-à-dire durant la période du 15 juin au 15 juillet, suivant les conditions météo, donc s'il fait chaud et sec ou s'il fait frais et humide, on va avoir des graines qui tombent au sol qui vont être plus ou moins dormantes suite à la moisson. Dans le cas d'un printemps, donc printemps, début d'été, plutôt chaud et sec, on a moins de dormance,
Et à l'inverse, dans le cas d'un printemps plutôt frais et humide, comme cette année notamment, on va avoir une dormance beaucoup plus prolongée. Et donc du coup, ça va impliquer forcément des choses sur les pratiques qu'on va mettre en place, avec, vous voyez, une variation du pourcentage de germination derrière, qui va pouvoir passer quasiment du simple au double. Vous avez, je vous parlais tout à l'heure de la dormance secondaire, hein, donc ici deux exemples, la matricaire et le vulpin sur la droite. Vous voyez bien le vulpin, hein, avec les différents motifs de dormance, où finalement on a une dormance primaire avant l'arrivée de l'automne, et puis ensuite on a une possibilité de germination durant sa période de levée privilégiée, et en fait vous voyez que chaque année on répète un petit peu ce motif avec une dormance secondaire et une levée de dormance qui va être plus ou moins forte suivant les conditions de l'année. A l'inverse, une matricaire va avoir une dormance primaire et ensuite très peu de dormance et quasiment une plante qui ne possède quasiment pas de dormance secondaire. Du coup, ces paramètres au niveau de la dormance vont avoir différents impacts. Déjà, donc la levée de dormance, comme je vous l'ai dit, elle est souvent facilitée pour les graines enfouies par une exposition à la lumière. Cette exposition à la lumière, c'est quelque chose d'assez infime, elle est souvent déclenchée par le travail du sol. D'autre part, comme je vous l'ai dit, donc il y a à la fois les conditions sur la plante mère, mais aussi le fait que parfois on est dans des conditions de sécheresse agronomique à l'été ou après les moissons, donc avec de faibles précipitations et une évapotranspiration importante, qui font que finalement on peut réaliser des interventions de fausse mie dans des conditions qui ne permettent pas forcément de nouvelles levées de dormance. Si vous n'êtes pas en conditions humides, vous n'allez pas avoir de nouvelles levées de dormance, et donc finalement ce phénomène va engendrer un retour de bâton dans la céréale qui suit, avec des germinations qui vont se grouper dans la céréale au moment du semis, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc c'est ce que j'ai écrit ici à gauche, c'est vraiment être très vigilant au temps entre le dernier travail du sol et le semis de la céréale pour vraiment éviter d'avoir ce retour de bâton dans la céréale. D'une part, si vous êtes dans des conditions où la plante reste très dormante parce que les graines, la dormance primaire est très importante parce que les graines ont été produites en conditions fraîches et humides, et d'autre part, si vous avez un été ou un début d'automne plutôt sec, où effectivement en fait on peut avoir un décalage fort des levées et des problématiques qui en fait se retrouvent dans la céréale ensuite. En ce qui concerne les autres paramètres de germination, je vais laisser la main à Amandine qui va vous parler de la germination avec l'exemple du coquelicot. Alors en fait, pour entrer en germination, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir une influence, dont la salinité. Donc en fait, par exemple, pour le coquelicot, ce qui a été montré, c'est que plus la concentration en chlorure de sodium est importante, et moins on aura de germination de graines de coquelicot. Ensuite, on a le pH et la lumière qui peuvent avoir une incidence sur... Pardon. Et la lumière qui peuvent avoir une incidence sur la germination des graines. Et ensuite, on a deux paramètres liés aux conditions... Chouette. On peut avoir deux paramètres liés vraiment aux conditions climatiques qui peuvent avoir une influence sur la germination. Donc on parle c'est la température de base et le potentiel hydrique. Donc pour le coquelicot, ce qui a été démontré par les études qu'on a menées dans le cadre de Adventure et la bibliographie, c'est qu'on a déjà, c'est une plante qui va avoir une température de base très faible, donc comprise entre 0 et 2, donc de 1,5 degré à peu près, et elle va avoir besoin d'eau pour germer. Donc comme là on peut voir que par exemple le potentiel hydrique il est de -1, donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'eau pour germer. Grâce à ces paramètres, après on peut... Quoi? Ouais, non mais là j'avais pas pointé. Bon. Et en fait du coup ces paramètres permettent de définir des périodes préférentielles de levée, de germination, pardon, et donc du coup pour le coquelicot, elle se situe plutôt entre février à mai et de août à fin novembre. Pourtant, c'est pas parce qu'on est dans les périodes préférentielles de levée qu'on va avoir des levées. Et c'est ce qu'on peut voir sur ces graphiques-là. Donc en fait, c'est sur une même station météorologique, donc à Étrémons. On a 2 années qui sont représentées et qui ont des conditions climatiques qui ont été différentes. Donc en 2011, on avait plutôt un printemps sec et un automne humide. À l'inverse, en 2016, c'était un printemps très humide et un automne sec.
Donc les encadrés noirs, c'est les périodes préférentielles de levée du coquelicot. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, on a donc, par exemple, en 2011, au moment du printemps, le potentiel hydrique de base, il n'était pas atteint. Et donc, finalement, les paramètres de germination n'étaient pas atteints. Et du coup, les germinations n'étaient pas possibles. Et c'est la même chose, du coup, en 2016, où là, on avait des périodes assez sèches, où le potentiel hydrique de base, il n'était pas atteint. Et donc, du coup, les germinations n'étaient pas possibles. Alors ensuite, voilà, une fois que les graines ont germé, il faut encore qu'elles puissent lever. Donc quand on a un sol qui est trop sec ou des graines qui sont trop enfouies, les réserves elles sont insuffisantes et la graine elle va pas forcément réussir à atteindre à finir de germer et à atteindre la surface pour produire former ses cotylédons. Et il en est de même aussi quand on a des mottes dans le sol, c'est que finalement la graine elle va pouvoir germer, mais elle va plus avoir suffisamment de réserve pour atteindre la surface du sol et sortir ses cotylédons. Donc dans ce cas-là, on parle de germination suicide. Et on s'est rendu compte aussi que la masse de la graine avait son importance, et que plus le poids de la graine il était important, et plus elle était capable de germer en profondeur. C'est ce qui a été montré avec le Datura stramoine. Donc en fait c'est une graine qui est quand même assez lourde et il y a des études qui ont montré qu'elle était capable de germer jusqu'à 15 cm de profondeur. Ensuite, une fois que la graine elle est capable de germer, de lever, s'il n'y a rien pour la gêner, elle va continuer son cycle, elle va s'épanouir, produire une biomasse, fleurir et produire ses graines. Et en fait, ce qu'on peut constater, notamment là avec la renouée persicaire, c'est que plus la plante elle va produire de biomasse et plus elle va produire des graines. Et d'où l'importance en fait d'avoir une couverture végétale importante, donc que ce soit un couvert végétal ou une culture suffisamment développée et compétitive. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à droite. C'est que plus le couvert il va être développé et moins on aura de développement d'adventices. Donc soit par la biomasse parce qu'il y aura une compétition aérienne, ou alors au niveau des racines, ou alors le fait que les graines elles puissent pas germer. Et finalement, des graines qui ne germent pas, elles restent au sol, elles peuvent être exposées à des facteurs biotiques ou abiotiques, ne pas se développer et périr. Donc du coup, on arrive à la notion du taux annuel de décroissance et à la mortalité des graines. Donc le taux annuel de décroissance, en gros, c'est la proportion de graines qui va finalement mourir sur une année. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une corrélation aussi entre l'épaisseur des téguments de la graine et la dormance, la survie des graines dans le sol. Plus la graine elle va avoir des téguments, une paroi épaisse, et du coup plus elle va avoir un taux annuel de décroissance faible. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec le kénopode, c'est que son épaisseur de paroi, si on la compare au vulpin, elle est plus épaisse, et du coup son taux annuel de décroissance, il est compris entre 35 et 50%. Pour le Datura, c'est encore plus important, c'est qu'on a une épaisseur de paroi qui est de 133 micromètres, et là on a un taux annuel de décroissance qui est compris entre 10 et 30%. Ensuite, la forme de la graine peut aussi avoir une importance, parce que comme là pour le kénopode blanc, c'est qu'on a une graine qui est petite et ronde, et en fait elle va avoir une facilité à pénétrer dans le sol, et donc du coup elle va être plus persistante, mais par contre elle va avoir une photosensibilité plus forte. Donc après, des graines qui sont vraiment plus épaisses, elles vont être résistantes et résistantes dans le circuit digestif des ruminants par exemple, et elles vont être plus persistantes dans le sol. Merci Amandine. Donc pour conclure par rapport à cette présentation sur la biologie des plantes, si on fait un petit peu une synthèse, on pourrait dire que les adventices, en fait, l'adventice qui serait la plus persistante, présenterait à la fois une faible mortalité, donc une capacité à se conserver longtemps dans le sol,
qui est couplée forcément à une forte dormance, le fait qu'elle ne soit pas en mesure de germer à tout va et finalement de germer dans des moments où elle ne peut pas forcément du coup se développer derrière, lever et se développer. Donc cette dormance elle est liée à une faible capacité de germination et aussi derrière à une forte production de graines, c'est-à-dire qu'on aurait une plante qui se développerait uniquement quand les conditions lui sont optimales et ferait un grand nombre de graines avec une persistance, enfin une survie très forte dans le sol. Fort heureusement, chaque adventice a au moins un point faible et entre guillemets la plante idéale elle n'existe pas ou peu. L'idée ça va vraiment être de connaître chacun de ces points, chaque adventice et donc chaque point faible des adventices afin d'adapter les stratégies de gestion qu'on peut mettre en place en conséquence. L'idée ici, c'est de reprendre notre premier exemple, celui du vulpin des champs. Je pense que c'est une adventice qui pose énormément de soucis aujourd'hui à beaucoup d'agriculteurs, à beaucoup de conseillers et d'entre vous. Le vulpin, finalement, c'est une adventice qui peut être considérée comme persistante, mais c'est une adventice qui garde des points faibles. Qu'est-ce que j'entends par point faible? Son point faible principal, c'est que c'est une plante qui a une forte mortalité dans le sol. Elle a un taux annuel de décroissance qui est relativement élevé et on retrouve finalement moins de vulpins une fois qu'on le laisse enfoui en profondeur plusieurs années. Ce qui lui donne plutôt un avantage, ça va être sa capacité à avoir une très forte production de graines et du coup un stock semencier en conséquence très important. Donc forte mortalité mais compensée par un stock semencier important avec une faible dormance et une capacité de germination qui est faible mais qui finalement nous pose souci puisqu'elle est capable de germer dans tout l'horizon de surface, tout l'horizon travaillé, c'est-à-dire à peu près 5-10 cm. Donc pour le vulpin, la stratégie ça va vraiment être d'éviter au maximum sa présence, donc ça va passer par le choix des cultures, avec des cultures qui sont les moins impactées par le vulpin, le choix des créneaux de semis, voilà, ça implique d'autres enjeux agronomiques derrière, mais le choix des créneaux de semis est très important, et aussi et surtout, l'idée ça va vraiment être d'empêcher l'alimentation du stock et l'augmentation de ce stock qui finalement est l'élément principal qu'il va falloir gérer quand on parle des vulpins et des graminées annuelles de manière générale. Et donc voilà, ça va vraiment être cet esprit-là qui va vraiment être à retenir, et d'où l'intérêt justement de notre outil Odessa que mon collègue vous présentera juste après sur comment justement apprécier le stock semencier en parcelle. Donc je vous remercie pour votre attention, j'en profite pour faire une petite pub, donc on a 2 journées de formation qui sont prévues le 19 et 20 novembre sur la gestion de la flore adventice dans nos locaux à Étrémons, donc une première journée sur la partie plutôt annuelle, une journée plutôt sur les vivaces. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, et merci à tous, bonne journée. C'est bon, ouais. On a 5-10 minutes pour les questions. Du coup, voilà, Janella avec un micro. Avez-vous des questions pour Bastien et Amandine sur ces aspects de biologie? Je suis sûre que oui, c'est juste qu'il faut se lancer. Oui. Là, ça marche, ouais. Vous avez dit que donc suivant la maturité des graines de vulpin, il y aurait une dormance plus ou moins longue. Mais donc ça veut dire par exemple le vulpin il a grainé dans le blé. Plus ou moins long, ça veut dire, mettons, ça veut dire si ça, le durée de dormance courte, ça veut dire ça va lever tout l'été, ou ça veut dire que si c'est plus long, ça va pas lever d'automne, mais ça va relever de printemps. Et en fait, on sait que nos désherbages d'automne, ils seront inutiles parce qu'on sera en fin de rémanence quand ça va lever, quoi. Ouais, en fait, je pense que voilà, dans les références qui ont travaillé là-dessus, on a peut-être une variabilité dans cette capacité de rester en dormance plus ou moins longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, enfin moi je le vois comme ça, une dormance qui va être plus importante, notamment suite à un printemps comme on a eu cette année, ça va surtout nous complexifier la donne en termes de gestion, parce que du coup, les faux semis qu'on va faire tout de suite à la sortie de la moisson, ou là, début septembre, vont être moins efficaces. Du coup, on va bouger de la terre, mais on va pas forcément faire germer, et ces germinations, elles vont se décaler une fois que la dormance primaire va être levée. En fait, c'est cette dormance primaire qui va être plus longue,
et une fois que la dormance primaire va être décalée, va être relevée, on va avoir des germinations. Et alors là, est-ce que ces germinations, elles auront lieu effectivement au tout début du semis de blé, au moment où du semis de blé, ou 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, ou bien même si les conditions de germination ne sont pas réunies à la sortie d'hiver? Ça, je suis incapable de le dire. C'est vraiment très dépendant, je pense, des conditions météo et des paramètres de germination. Mais il faut bien savoir juste qu'en fait, la période sur laquelle on peut intervenir, bah, finalement, c'est une période sur laquelle on est un peu moins propice, puisqu'on sait que les graines vont être plus dormantes, en tout cas à cette période-là. Après, quand est-ce qu'elles germent exactement, je sais que finalement cette levée dormance, elle aura lieu dans la céréale, mais dire est-ce que ça va passer avant ou après la rémanence herbicide, je ne sais pas trop. Si je fais un petit compliment, j'ai aussi l'impression que c'est la proportion de graines dormantes aussi qui va jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une plus grande proportion de graines dormantes sur celles qui vont tomber au sol par rapport aux graines, parce qu'il y a effectivement toujours une petite proportion de graines non dormantes. C'est pas le cas du vulpin, mais le kénopode, c'est ça, c'est le kénopode. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur de la graine, en fonction de si elle est dormante ou non, est pas la même. Donc c'est assez visuel. Donc voilà, c'est la proportion de graines aussi dormantes, non dormantes qui va varier en fonction des conditions météo au moment de la maturation sur la plante mère. Tu me complètes, Bastien, si c'est ça. Et puis finalement, ça va être aussi très dépendant du contexte parcellaire. Finalement, si vous êtes sur une parcelle où vous aviez eu une grosse infestation avec un gros retour au stock, on peut passer suivant le niveau de dormance de, comme je le montrais, 30-35% de graines qui vont pouvoir être, qui vont germer rapidement qui vont 30-35% à 70%. Donc ça donne vraiment une plage qui est vraiment très grande finalement. Si cette année on a seulement 30-35% des graines qui vont être capables de germer, avec une production de graines par plante qui avoisine les 2-3 000 graines, un nombre de pieds restant à 50 plantes. Enfin, vous faites vite le calcul et en fait on se rend bien compte que la gestion, elle va être complètement différente en fonction de la proportion de graines qu'on va être susceptible ou pas de faire germer, quoi. Une autre question? Robin. Je me demandais pourquoi en fin de présentation vous utilisiez le concept de persistance. Parce que par exemple pour le vulpin, on a vu que c'est moyennement persistant. Pour autant, c'est une adventice qui est assez problématique dans les champs. Donc est-ce que c'est plutôt pour les adventices où il y a qui posent des problèmes de sanitaire ou ce genre de choses, ou enfin d'où ça vient ce concept? En fait, ce concept de persistance, il est employé surtout par INRAE Dijon, enfin donc les chercheurs au niveau INRAE spécialistes de la gestion des adventices, où en fait ils ne considèrent pas la persistance que comme la durée de survie de la graine dans le sol, finalement qui pourrait être par raccourci un niveau de persistance. Eux, ils y incluent aussi sa capacité en fait à se réalimenter. Et c'est finalement cette capacité à la fois pour le vulpin, si on reprend l'exemple, oui, il a une durée de vie dans le sol qui est beaucoup plus courte que certaines autres plantes. Par contre, il a une capacité à réalimenter son stock qui est beaucoup plus importante. Et du coup, c'est ça qu'il nomme persistance, à mon sens en tout cas, c'est finalement la capacité de la plante à rester présente dans son environnement. On peut avoir des plantes avec des durées de vie beaucoup plus grandes à l'échelle d'une graine dans le sol, mais qui pour autant ne vont pas être présentes très, très fréquemment dans le système. Donc elles vont être persistantes également, hein, on les rencontrer souvent, mais poser peut-être moins de problèmes que le vulpin. La persistance, à leurs yeux, je pense que c'est surtout finalement l'embriquement de tous les paramètres de biologie qui font que l'espèce continue à prospérer, à être présente et à poser souci dans la parcelle. Marie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, je pense qu'on fait peut-être parfois, effectivement, on utilise, c'est peut-être aussi notre faute, à un moment on a peut-être mis le terme persistance quand on parlait en fait plutôt de la survie des graines. Donc on disait persistance dans ce cas-là c'est mortalité plus germination suicide, alors que là effectivement à la fin de la présentation on en parle de la persistance comme ce que tu viens d'expliquer. Donc c'est peut-être notre faute d'avoir mis à un moment le terme, mais voilà, il y a la survie des graines dans le sol et effectivement la persistance au niveau du cycle de développement. Ouais, tout à fait. Non mais. Ok, merci. Est-ce que vous avez des exemples d'adventices qui sont capables de germer après un passage dans un rumen ou dans un méthaniseur?
Ouais, il y en a quelques-unes. Le datura, c'est vraiment le bon exemple. Le datura, toutes les plantes finalement, comme le disait Amandine, qui ont une épaisseur d'enveloppe relativement épaisse. La morelle noire, elle fait partie aussi de ces plantes-là. Le datura, certaines plantes de bordure, les graines de rumex également, qui est une pluriannuelle, mais que vous allez pouvoir retrouver très facilement finalement dans des parcelles qui ont été amendées par des effluents d'élevage. Finalement, parce que les animaux vont ingérer les plantes et en fait la graine repasse en fait de la prairie à la parcelle avec les effluents d'élevage que vous allez restituer sur la parcelle, par exemple. Et donc là, pensez compostage pour ça, du coup, qui donc c'est la forte montée en température qui va permettre du coup de limiter la survie de ces graines. Après tout ce temps passé en notre compagnie, on imagine que c'est un sujet que vous aimeriez approfondir. À Vers de Terre Production, on propose aussi des formations finançables Vivea avec tous nos experts. Les liens sont en description de cette vidéo. À bientôt!